Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 4 lectures. La première, il s'agit des Brumes de Cendrelune, le tome 3, Les Ombres Célestes de Georgia Caldera, paru chez J'ai lu. J'enchaînerai ensuite avec La Chambre des Murmures de Dean Koontz, paru chez l'Archipoche. Je continuerai avec L'Empire d'écume, le tome 1, La fille aux éclats d'os de Andrea Stewart, paru chez Big Bang. Et on terminera avec C'est pas ton genre de Sylvie Bossier et Pascal Perrier, paru chez Scrineo. Allez, on commence tout de suite avec Les Brumes de Cendrelune. Alors, ça fait beaucoup de reflets, donc j'espère que je ne vais pas vous éblouir à cause de cette couverture. On va pas y aller par 4 chemins, c'est le 3e tome et c'est un coup de cœur pour ma part puisque j'ai adoré cette résolution. Pour rappel, nous sommes dans un monde, on va dire post-apo, enfin c'est une dystopie où nous allons suivre Céphise qui est une rapiécée. Elle a été punie pour de mauvaises actions, on lui a coupé un bras, on l'a remplacé par une prothèse mécanique. Toute sa famille s'est fait exécuter, son frère lui n'est pas mort mais il a rejoint la prestigieuse, voilà je mets des guillemets, prestigieuse armée de l'empereur. Voilà, il est plus vraiment lui-même, c'est une sorte de robot, bref. Céphise a une vie de merde, vous l'avez bien compris. Et elle va rencontrer Verlaine, qui est l'exécuteur de l'empereur et qui a tué toute sa famille du coup. Voilà, donc Céphise veut se venger. Et ça c'est que le premier tome, on est dans le 3e tome, il s'est passé énormément de choses, je ne vais pas vous en parler parce que je vous spoil les tomes précédents et c'est pas le but. J'ai adoré le premier tome, j'ai eu un coup de cœur pour le premier tome, le second tome a été une bonne lecture et ce 3e tome est à nouveau un coup de cœur, donc je vous recommande cette saga. Parce que, mine de rien, même si on sent l'histoire d'amour entre Verlaine et Céphise, c'est pas tout simple, c'est pas tout rose, c'est largement pas quelque chose qui va être idyllique, clairement. Et j'ai beaucoup aimé parce que finalement cette histoire d'amour est pas au premier plan. Dans ce 3e tome, on découvre énormément de choses sur l'univers, on comprend ce que sont les dieux, comment ils sont arrivés là, qu'est-ce qui a pu être fait pour qu'on passe de notre société qu'on connaît à cet horrible avenir. Bref, j'ai eu toutes les réponses à mes questions. Des questions qu'on se pose depuis le début, dès le premier tome, on se pose pas mal de questions. Et là, on a toutes les réponses. Et c'est exactement ce qu'il me fallait. On développe l'univers d'une façon magistrale et j'adore les personnages. J'aime beaucoup les personnages, même si Céphise est agaçante par moments, à toujours se poser énormément de questions. Verlaine, je le trouve plutôt attachant dans sa façon de faire, où il est un petit peu obligé. Il est en fait partagé entre son obligation, sa famille, son devoir et les sentiments qu'il a pour ses filles. Bref, un combo gagnant pour moi. Et ce 3e tome est bourré d'action, on est dans une guerre totale et tout est bouleversé et j'ai adoré vraiment. Et je vous conseille vraiment Les Brumes de Cendrelune si vous ne l'avez pas encore commencé, si vous ne connaissez pas encore Céphise et Verlaine, je vous recommande de plonger dedans et de vous laisser porter par cette saga. Je continue avec toute autre chose, un thriller, c'est le 2e tome après Dark Web, que je lis avec Virginie du compte Totalie Brune, alors sur YouTube aussi, elle a sa chaîne, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Donc nous sommes dans les enquêtes de Jane Hawke. Dans le premier tome, dans Dark Web, Jane Hawke se lançait dans une chasse aux sorcières pour découvrir pourquoi son mari s'était suicidé alors qu'il n'avait aucun terrain pour le suicide. Il était heureux et du jour au lendemain il se suicide. Et Jane Hawke part enquêter et se rend compte qu'il y a une vague de suicides assez impressionnante dans le pays et donc elle va enquêter là-dessus. Et elle va se retrouver à être pourchassée par des méchants.
Je vous dirai pas par qui parce que sinon ça va vous spoiler un petit peu. Mais bref, on est dans ce second tome, on suit la même logique. Jane est toujours en quête de vérité. Elle s'attaque toujours à des gros bonnets, cette fois-ci à une autre personne qu'elle pense impliquée dans cette problématique de suicide. Et j'ai beaucoup aimé ce second tome. Je pense que je l'ai un peu plus aimé que le premier, même si le premier était sympa, hein. En fait, ce sont des livres où vous déconnectez un petit peu le cerveau et vous vous laissez porter par l'action, parce qu'il y a beaucoup d'action. J'avais comparé le premier tome à La mémoire dans la peau, un Jason Bourne. Pour moi, Jane Hawk, c'était le Jason Bourne de la saga. Alors, c'est un petit peu toujours le cas, hein. Je n'arrive pas à comprendre ses réactions. Jane Hawk peut être très empathique, très gentille, très douce avec des enfants, avec des personnes, et puis être totalement froide, insensible et exécrable avec d'autres. Bref, niveau personnalité, je n'arrive pas toujours à la comprendre, je n'arrive pas à appréhender du tout sa personnalité. Il n'empêche que j'ai passé un bon moment parce que c'est encore rempli d'action. On a certaines révélations sur cette enquête, et puis quand on pense toucher au but, et bien au final on se rend compte qu'on est sur une mauvaise piste et que la conspiration est bien plus importante. Donc j'aime bien, j'ai bien aimé ce tome 2. Il a fait le job, il m'a diverti, il était très dynamique. Donc ça a fait le job. Après je pense pas que ce soit la saga du siècle pour l'instant, parce que je vous dis, j'ai un problème avec la personnalité de Jen qui est pour moi pas assez creusée et pas assez définie, je sais pas. Pour moi il y a un truc qui cloche quand même dans cette personnalité. Et bah écoutez, on verra par la suite. C'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments qui sont passés sous silence, où on s'attarde pas vraiment, et j'aurais peut-être voulu qu'on pointe du doigt certaines choses, ce qui n'est pas fait. On verra, peut-être que ce sera dans le troisième tome, et pour l'instant, écoutez, je passe un bon moment, donc on va continuer. Je vous parle ensuite de l'Empire d'écume, une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée. Franchement, je savais pas trop à quoi m'attendre parce que j'avais vu des avis comme quoi cette saga, ce premier tome était assez lent, qu'il était très introductif, donc voilà, je m'étais dit bon, on y va, on verra bien. Et j'ai passé un super moment et j'ai pas du tout trouvé de lenteur, j'ai pas du tout été ennuyée par des passages, j'ai adoré. Franchement, je suis pas loin du coup de cœur avec cet univers, puisque on est dans un univers de fantasy où cet univers est constitué de petites îles. Et nous allons suivre Lynn, qui est la fille de l'empereur. Lynn est la fille de l'empereur, sauf que elle a subi quelque chose, elle a été malade. Elle n'a de souvenirs que des 5 dernières années. Et le souci, c'est que l'empereur lui fait pas forcément confiance pour reprendre en main l'empire avec cette perte de mémoire. Lynn est un peu diminuée forcément, donc elle veut essayer de se racheter envers son père et essayer de contrôler la magie des os. Puisque dans cet univers, les royaumes ont été attaqués par des ennemis. Alors on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, on ne sait pas vraiment qui sont ces ennemis, mais l'empereur a réussi à les déloger, à les faire partir en utilisant la magie d'os, c'est-à-dire qu'il prélève sur chaque enfant un morceau d'os derrière l'oreille lors d'une cérémonie. Alors parfois cette cérémonie fait que les enfants meurent, hein, puisque en touchant derrière l'oreille on peut toucher le cerveau, etc. Mais c'est un risque à courir, et avec ces morceaux d'os, l'empereur crée des concepts, des sortes de chimères d'animaux qui veillent sur le royaume et qui empêchent justement l'ennemi de revenir et qui protègent tout le monde. J'aime beaucoup la mythologie mise en place au niveau de la magie d'os, puisque si vous voulez, ces morceaux d'os qui servent à animer les concepts prélèvent la vie des gens à qui on a prélevé ce morceau d'os. Donc si on utilise votre os pour faire un concept, le concept va dévorer votre essence, votre énergie, votre vie, jusqu'à ce que vous soyez mort en fait. Et donc on est dans un univers très archaïque où les gens
acceptent ce destin mais veulent se rebeller, mais ils n'ont aucun moyen de le faire parce que c'est quand même pour se protéger eux-mêmes qu'ils font ce don d'os. Donc il y a une rébellion, il y a la révolte qui gronde et Lynn est un petit peu au cœur de tout ça sans être vraiment au cœur de tout ça parce que elle est un peu paumée, elle veut juste la reconnaissance de son père face à un frère adoptif qui lui est déjà bien avancé dans la magie d'os. Donc elle est un peu perdue. Et d'un autre côté, nous allons suivre une autre personne, Jovis, qui est un contrebandier et qui lui, par la force des choses, sans être vraiment conscient de ce qu'il va faire, il va sauver des enfants de ce rituel et il va devenir un petit peu un emblème, un symbole, le héros de la révolte, bien malgré lui. Et j'ai vraiment aimé, vraiment beaucoup aimé parce que c'était hyper original. De confronter ces deux personnages qui à la base n'ont rien à voir. Et je vous parle de ces deux personnages mais il y en a d'autres en fait. On alterne les chapitres mais on va nous introduire d'autres personnes. On va nous introduire une femme, Sable, qui est sur une île où plus personne n'a de souvenirs, où c'est très étrange. Il y a énormément de mystères dans ce livre. C'est ce que j'ai adoré parce que c'est bourré de mystères. Et ben je m'amusais à faire mes propres déductions, à me dire ah mais c'est peut-être elle en fait, c'est peut-être elle et peut-être qui s'est passé ça et le bateau au voile noir, et bien c'est peut-être... J'ai adoré faire toutes ces suppositions et on peut se dire que ça peut être frustrant parce que au final est-ce qu'on va avoir les réponses? Et on a certaines réponses et c'est ce que j'ai aimé parce que ce premier tome n'est pas seulement de poser des bases et de poser des questionnements. Non, on a certaines réponses et certaines fois, et ben oui, en effet, j'avais la réponse. Et certaines autres fois, j'étais complètement passée à côté. Mais complètement. Cette histoire n'est pas linéaire. On nous pose plein de petites histoires qui vont être forcément imbriquées les unes aux autres. Et c'est à nous d'essayer de creuser, de chercher, d'enquêter sur ce qui va se passer. Et de mettre des hypothèses, quitte à se tromper. Et en ça, c'était vraiment bien trouvé de la part de l'autrice parce que elle nous laisse nous tromper, elle nous met sur des fausses pistes, elle nous donne pas toutes les informations. Et puis, j'ai adoré. Voilà, sincèrement, j'ai passé un super moment avec ce roman et j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que je me suis vraiment attachée à Lynn, à Jovis, à Sable, à tous les autres et cette conspiration, ce truc énorme, j'ai tellement envie de savoir ce qui va se passer, j'ai tellement envie de connaître tout de cet univers, même de savoir qui sont ses ennemis et ce qu'ils vont revenir parce que on en parle tellement qu'à un moment on se dit qu'à un moment ils vont forcément revenir. Bref, j'ai adoré, je vous le conseille si vous aimez la fantasy, ce livre est dingue je trouve et plein de mystères et j'ai envie de savoir la suite. Et enfin on termine avec C'est pas ton genre qui sort le 27 mai, donc bientôt à la fin du mois. On est dans un roman où nous allons suivre des habitants d'une petite île. Ils vivent principalement grâce à une société, une entreprise Tech Pro qui est un laboratoire et qui emploie la majorité des habitants de cette île. Et un soir, un incendie va ravager Tech Pro et le lendemain matin, tous les habitants vont se retrouver dotés d'un sexe différent. C'est-à-dire que les femmes vont se réveiller en hommes et que les hommes vont se réveiller en femmes. Alors c'est très bizarre hein, comme histoire, vous en conviendrez. Et tout le long de ma lecture, je me disais que l'histoire était complètement barrée. Alors clairement, cette transformation, c'est une excuse pour parler de genre et pour parler de tous les clichés, de tous les stéréotypes qu'on retrouve autour du genre féminin, du genre masculin. Mais surtout, ça va être le moment de se poser et de réfléchir à la condition de femme. Plus de femmes que d'hommes, j'ai trouvé, parce que c'est quand même deux autrices qui en parlent. Et j'ai trouvé qu'on s'appuyait vraiment sur la condition de la femme, plutôt que sur les hommes. Alors peut-être du fait que c'est deux autrices, hein, elles n'ont pas l'expérience côté homme, mais c'est vrai qu'on s'appuyait vraiment sur les femmes, donc du genre... et ben tout ce qui se passe en harcèlement, hein, moral, physique, les hommes avec les mains aux fesses, les sifflages dans la rue, les gros machos qui prennent les femmes pour juste des objets sexuels,
la place de la femme aussi dans la société, que d'un seul coup les dirigeants de Protec se retrouvent à être des femmes alors qu'à la base c'était des hommes. Toutes ces blagues machistes qui disent ah bah on n'a jamais vu une femme à cette place là. Voilà, tout ça, donc toute cette expérience, c'est l'occasion de parler de la place des hommes et des femmes dans la société. Et je comprends, vraiment je comprends le pourquoi de ce livre. Il n'y a aucun souci là-dessus, je vois pourquoi on amène cette discussion et c'est très bien. Simplement, j'ai pas du tout adhéré en fait à la façon de faire. J'ai vraiment trouvé cette histoire bizarre du début à la fin. Je ne me suis pas attachée au personnage et puis j'ai pas forcément compris parce que dès le moment où il y a ce changement de sexe, alors moi dans mon cas personnel j'aurais été en panique totale. La première chose que j'aurais fait c'est de me mettre en boule dans un coin et de pleurer toutes les larmes de mon cœur, d'essayer de trouver des solutions, je ne sais pas. Mais je n'aurais pas fait comme la majorité des personnages dans ce livre, je ne me serais pas, je pense, posée devant un miroir, à me tripoter, à découvrir mon nouveau corps. Non. En fait, ils ont eu des réactions assez étranges, parce que même ensuite, on nous parle du fait qu'il y a ceux qui acceptent la transformation, ceux qui ne l'acceptent pas, et ceux qui, bon, peu importe. Mais même le personnage principal, qui est une fille à la base, qui se retrouve en homme, n'accepte pas. Et ben je trouve qu'elle est sympa dans sa non-acceptation, parce que finalement elle réagit pas plus mal que les autres. Je trouvais que peut-être celui qui avait la réaction la plus normale, c'était un petit gamin de 5 ans, et qui était en pleurs et qui disait mais où est mon zizi quoi. Voilà, je crois que c'est le seul tout le long du livre qui a été assez régulier dans ses réactions. Les autres... J'ai eu du mal en fait, j'ai pas réussi à trouver le côté crédible. Alors oui, déjà à la base, changer de sexe en une nuit, c'est loin d'être crédible, mais je pense qu'on pouvait mettre une petite touche de réalisme un petit peu plus prononcée que ça. Le mec qui se transforme en femme et qui passe son temps à chercher des fringues de femme, qui emprunte des soutiens-gorge, qui emprunte des jupes, qui s'épile, etc. Ouais. Enfin, je sais pas, c'est quand même très étrange. Après, je vous dis, je comprends que ce livre peut amener le dialogue, amène à pointer du doigt tout ce qui va pas dans notre société. Il y a aussi une réflexion sur les gens qui, par exemple une femme qui ne se trouve pas dans le bon corps, hein, qui sait qu'elle est un homme et qui malheureusement n'a pas le corps qui va avec. Voilà, on a une réflexion sur tout ça et c'est très bien. Mais franchement, j'ai pas du tout adhéré à cette histoire, je l'ai trouvée très étrange. Et au niveau subtilité, j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas. C'était pas subtil pour un sou, j'avais l'impression qu'on nous posait là toutes les réflexions et puis à toi de faire le tri et voilà. Et en fait il n'y avait pas vraiment de cohérence entre toutes ces réflexions, alors même s'il y a l'histoire de ce labo qui brûle et qui change, bah ouais, non, ça m'a pas paru vraiment cohérent, il n'y avait pas vraiment de cohérence entre cette histoire et cette réflexion sur le genre. Donc voilà, j'étais pas forcément emballée par cette lecture. Mais elle a au moins le mérite d'amener la discussion et de montrer vraiment tout ce qui ne va pas dans notre société et peut-être de faire réfléchir. À vous de voir. Voilà, je vous ai parlé de ces 4 lectures. N'hésitez pas à me faire un retour si vous avez lu un de ces livres. Et moi, en attendant, je vous attends en commentaire. Dites-moi tout. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.